Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous continuons la série des Pour en finir avec. Et aujourd'hui, nous allons en finir avec la PNL. Je vous expliquerai au cours de cet épisode pourquoi je pense que c'est important d'en finir avec certaines théories ou certaines pratiques qui sont pas basées sur grand-chose. Mais la PNL, j'en étais pas trop sûr. Programmation neuro-linguistique. Bon, ça sonne scientifique. Il y a des praticiens en PNL. Moi, je suis bien praticien en coaching cognitivo-comportemental, donc je me dis c'est des collègues praticiens. Ça doit avoir de la validité, ça doit avoir une solidité bien scientifique comme je les aime, avec des outils dont l'efficacité est prouvée. Et donc, je me suis fait à faire quelques recherches sur la PNL que je vous livre dans cet épisode. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que la PNL ? En anglais, NLP. Neuro Linguistic Programming. Programmation neurolinguistique. Je mets mes sources dans les notes du podcast. Hein, et donc, je vais faire quelques petites citations. Et là, je cite l'auteur de l'article. La PNL est un concept que l'on pourrait qualifier de New Age, dont l'objet principal est de mettre en relation les représentations mentales, le langage, la mémoire, les idées et les comportements. La PNL a ainsi créé des passerelles entre toutes ces facettes pour les combiner et assister des objectifs de performance, qu'ils soient personnels, sportifs ou thérapeutiques. Fin de la citation. Très bien. Bon, jusque-là, on se dit que c'est bien. Lier toutes ces choses, finalement, un langage, mémoire, idées, comportement, on voit bien comme dans le développement personnel en particulier, ting, 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 dans le coaching, dans la formation, tous ces concepts, mémoire, idées, comportement, sont importants. Et donc, une théorie qui lie ces éléments entre eux paraît être absolument nécessaire. Très bien. Alors, par qui a été fondée la PNL et quand ? Deux personnes, John Grinder et Richard Bandler, dans les années 70. Alors déjà là, les années 70, c'est il y a une cinquantaine d'années. Or, le langage, la mémoire, les comportements, le fonctionnement du cerveau en particulier, a fait des bonds de géants depuis les années 70. En gros, on était à peu près à l'âge de la préhistoire. On venait d'inventer le feu dans les années 60 et 70. Et je dirais là, aujourd'hui, on a vraiment fait des avancées tout à fait intéressantes sur la compréhension des mécanismes du langage, de la mémoire, etc. Donc déjà là, bon, petite chose, mais on peut se dire, bon, ils ont bien dû se mettre à jour. Alors, qui est Richard Bandler ? C'est en fait, il a un master en psychologie. Et pendant ses études de psychologie, il a cherché à travailler sur des sujets qui l'intéressaient. Et donc, il a travaillé avec différentes personnes dont vous reconnaîtrez peut-être les noms. Si vous lisez l'article Wikipédia que j'ai en source, mais il n'a jamais fait de recherche. Donc en fait, Bandler, c'est pas un scientifique, c'est quelqu'un qui a écrit les livres sur la NLP, mais c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour le discréditer. C'est pour vous dire qu'en fait, il a jamais pu tester ses théories. Et on verra pourquoi c'est important après. John Grinder, lui, alors est docteur en linguistique, il est chercheur, et au tout début de leur collaboration, il y avait une tierce personne dont j'oublie le nom, qui disait en fait le vrai génie dans la bande, c'est Grinder, c'est-à-dire que c'est lui qui a amené les idées. Et on le voit dans l'historique, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la NLP est devenue une marque déposée par Bandler, justement. 1976, il dépose la marque, donc 6 ans après, et tout de suite après, d'énormes problèmes entre Grinder et Bandler, et Bandler d'ailleurs fait un procès à Grinder à 2 reprises, parce que ils s'entendaient plus. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, on voit un petit peu la dynamique du groupe à l'intérieur de ce groupe d'auteurs qui fondent quelque chose qui peut être utile,
mais je pense vient assez vite des problèmes d'argent, des problèmes financiers, puisque marque déposée veut dire produit, et aujourd'hui, bien vous allez vous former en LP, en PNL, eh bien ça coûte de l'argent, vous n'avez pas le droit d'utiliser une marque déposée, on n'a pas le droit de l'utiliser, je n'aurais pas le droit d'utiliser les concepts de la PNL sans être formé par exemple. Pareil d'ailleurs avec la CNV, j'ai pas le droit de faire de la CNV dans mes formations. Donc c'est aussi quelque chose qui me dérange, puisque c'est pas le cas de la science. La science, elle, n'est pas brevetée. La science, elle est dans le domaine public. Un modèle de motivation d'Etchi et Ryan, vous pouvez le lire, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire des outils avec. C'est libre, c'est ouvert, c'est dans le domaine public. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que Bandler lui-même, en fait, revendique que son système ne soit pas une science, mais que ça soit un art. Il est presque un peu dédaigneux vis-à-vis de la démarche scientifique. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'ensemble du système utilise un vocabulaire pseudo-scientifique. On vous parle de programmation, de donc neurosciences. Les gens aiment beaucoup ça aujourd'hui, neuromarketing, neurocommunication, etc. Et donc c'est très intéressant de voir dans la construction de ce mouvement que depuis le début, en fait, il y a eu des problèmes de propriétariat et de distance entre les deux fondateurs. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose sur la validité de l'objet ? Non. Mais je trouve intéressant de donner cet éclairage-là. Alors, quels sont les outils de la PNL ? À quoi on reconnaît un praticien PNL ? Plusieurs choses. Il y a des outils linguistiques, recadrage, reframing, qui est une technique il y a beaucoup de techniques thérapeutiques aussi, puisque beaucoup de ces outils ont été tout de suite pris par les thérapeutes, de tout genre, de tout poil, pour traiter leurs patients, thérapie familiale, etc. Donc beaucoup d'études, d'outils dans la linguistique, des outils aussi qui ont donné une base pour l'hypnose ericksonienne, dont on parlera peut-être, j'espère qu'on n'en parlera pas dans ce pour en finir avec, mais peut-être que l'hypnose ericksonienne est aussi une pseudoscience. On verra tout à l'heure ce que c'est une pseudoscience. Donc, c'est aussi les gens de la PNL sont des gens qui sont spécialisés dans les mouvements oculaires. C'est des gens qui ont amené ces idées que selon où on regarde, ça traduit un état d'esprit intérieur, ou une recherche d'idées, ou une vérité par rapport à l'état intérieur des personnes. Vous reconnaîtrez avec ça peut-être la série Lie to Me. Bon, on en dira quelque chose plus tard. Ce sont aussi des gens qui parlent de VACOG, des canaux sensoriels, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et en fait, on voit que chacune de ces choses indépendamment est pas forcément non scientifique. Ce qui rend le tout non scientifique, en fait, ce sont plusieurs choses. Première chose, la PNL est une pseudoscience parce qu'elle utilise un vocabulaire scientifique, mais ignore tous les canons scientifiques habituels. Et les canons scientifiques habituels, d'ailleurs. Les études comparées, les études longitudinales. Longitudinale, ça veut dire on fait une étude sur plusieurs années sur les mêmes personnes. Études comparées, ce sont les études où on a un groupe qui suit ce qu'il faut, l'outil, etc., et un groupe qu'on appelle le groupe de contrôle, ou le groupe test, qui ne le suit pas. Et donc, l'étude comparée permet de voir l'effet de l'outil sur des gens. Très peu d'études quantitatives. Quasiment pas de publications revues par les pairs. Alors que dans tous les autres domaines de la science, en psychologie, en physique, en chimie, en ethnologie, la plupart de ces canons-là sont respectés. D'autre part, la PNL utilise des concepts scientifiques, mais elle les amalgame avec des combinaisons qui viennent de nulle part, qui sont pas logiques et qui sont justifiées ni par une théorie qui pourrait expliquer, ni par l'expérience. Il suffit pas de dire que y a un concept d'idée et un concept de regard oculaire pour automatiquement déduire que quand je regarde en haut à droite, ça veut dire que je suis en train de mentir. De plus, la PNL propose des solutions à des problèmes dont la psychologie, en particulier académique, mais dans la psychologie, a depuis longtemps, et de manière fiable et démontrée, apporté des réponses. Donc, les solutions de la PNL sont d'anciennes solutions. Alors, ce qui veut dire une chose, à la décharge de la PNL, c'est qu'elle date des années 70. Donc, à l'époque, comme je l'ai dit, la psychologie, c'était pas franchement la psychologie d'aujourd'hui. Donc, une certaine partie
certaine partie des domaines de la psychologie que la PNL étudie n'étaient pas franchement étudiés à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est pour ça que je vous donnais l'historique. Parce que vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ekman aussi. Paul Ekman, qui est un peu le spécialiste de la lecture des émotions sur la tête des gens. C'est pareil. Ekman, c'est un psychologue. Alors lui qui a fait des recherches, etc. Mais il a développé toute cette mécanique de la lecture des émotions. Il l'a vendu au FBI, il l'a vendu à l'armée. Et donc, il y a des enjeux financiers derrière. Donc, c'est beaucoup plus difficile quand on est un scientifique, qu'on développe un produit. Si ce produit vient à être, je dirais, désavoué par la science, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Puis de dire, en fait, j'avais tort. Mais il y a pire que ça. C'est qu'en fait, les preuves de l'efficacité de la PNL, dans le coaching en particulier, en fait, sont quasi inexistantes. Quand vous faites les études, parce qu'évidemment, la PNL, il y en a partout. Partout en développement personnel, en coaching. Donc il y a des scientifiques qui se sont dit, on va tester, on va regarder, on va mesurer. Et le problème, c'est que, eh bien, l'efficacité n'est pas démontrée. Donc après 50 ans d'existence, toujours rien. Donc autant parler de coaching quantique ou de marabout. Franchement, c'est pareil. Alors, pourquoi c'est important ? Pourquoi je vous casse les pieds avec ça ? Parce que utiliser des théories non prouvées scientifiquement, c'est dangereux. Les concepts sont pas validés, les outils sont pas validés. Ça veut dire quoi, pas validé ? La validité, c'est qu'on a démontré qu'il y avait un lien, alors soit avec la théorie, mais soit souvent avec la théorie et la pratique, entre l'utilisation de l'outil et l'effet de l'outil. Je vous donne un exemple tout bête. Prenez un stylo, puis vous le lâchez en haut de votre bureau. Vous avez entendu ? Il est tombé, il a touché le sol. C'est la théorie de la gravitation, qui a été validée depuis 300-400 ans. Quand je lâche mon stylo, il tombe, il fait du bruit. Bon. On devrait pouvoir faire la même chose avec un outil. La théorie des mouvements oculaires, on devrait pouvoir mesurer si, quand je fais ce mouvement-là, alors il y a bien quelque chose qui se passe dans la tête des gens qui s'assimile à une idée ou à un mensonge ou que sais-je. Donc, cette validité, elle est importante. Parce que, en gros, vous demandez à un formateur de venir faire un cours de communication chez vous. Je vous dis, moi je suis praticien PNL. Vous dire très bien, oui, PNL, c'est sérieux. Donc, enseigner les principes de PNL à mes collaborateurs. Autant leur enseigner à marcher à cloche-pied autour du building pendant 5 minutes, s'ils veulent s'attirer les bonnes grâces de la direction. Il y a à peu près autant de validité dans l'un que dans l'autre. Alors, en contrepoint de ça, il faut aussi dire quelque chose, c'est que la science, c'est un peu un avis. Est-ce que c'est un peu un avis d'échec pour la science qui n'arrive pas à expliquer ses méthodes et ses résultats ? Deuxième contrepoint, est-ce que le milieu académique, dans ce cas-là la psychologie, est-ce qu'il est vraiment intéressé à écrire des livres et à parler au public, aux entreprises, aux formateurs, aux coachs pour leur dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Pour conclure, si la question de l'utilité de la PNL reste au mieux en suspens, citation de l'article, le minimum serait de s'abstenir de recommander ces techniques ou de les présenter comme une solution objective et fiable aux problèmes qu'elle prétend résoudre. C'est donc sans appel. Alors si vous êtes praticien PNL, eh bien interrogez-vous, venez me voir, je vous coacherai. Non, tout à fait sérieusement, je pense que c'est une interrogation. J'ai moi, dans mes formations, je suis sûr quelque part, des concepts PNL. Eh bien, je vais les en enlever. Et si je dois rien dire ce sujet-là, eh bien, j'en dirai rien. Je préfère ne rien avoir à dire sur un sujet plutôt que de dire des choses qui sont fausses. Maintenant, certains outils utilisés indépendamment peuvent s'avérer utiles, mais sans qu'on soit vraiment sûr s'ils fonctionnent vraiment. Voilà, donc on en a fini avec la PNL. Si vous entendez parler de PNL, posez des questions. On apprendra toujours quelque chose d'intéressant sur la validité ou l'invalidité de la PNL et des gens qui la pratiquent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.